Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bon, alors bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette table ronde de la série Dialogues en ricochet. Cette fois-ci, ça s'intitule Langue partagée, identité multiple. J'ai avec moi Monsieur Fabrice A. Ville qui... salut Fabrice, ça va bien? Très bien, merci. Excellent. Auteur du livre Bon Gazon, tout simplement. C'est ça. On dit Bon Gazon. Bon, garçon. Gazon. Le S, c'est comme s'il y en avait deux. OK. Excellent. Merci beaucoup. Et à sa gauche, à votre droite, Madame Agathe Tupula-Kabola. Bonjour, merci. Salut. Ça va bien aussi? Très bien. Excellent. Toi, tu as écrit un livre qui s'appelle Le bilinguisme, un atout dans son jeu. Mhm. Exact. Donc, histoire de mettre un peu la table pour la discussion qu'on va avoir, je vous lis carrément le synopsis que le Salon du Livre de Montréal a écrit en vue de cette discussion que j'anime. Moi, je m'appelle Philippe Fortin, je suis libraire en résidence pour la durée du Salon du Livre de Montréal cette année. Très heureux d'être ici. Donc, le synopsis en question va comme suit. Dialogue en ricochet est une série conviviale où des voix issues d'horizons variés échangent sur un même sujet en croisant leur point de vue. Fabrice Ville, avec Bon Garçon, explore le métissage linguistique entre français, créole et anglais et montre comment ces langues s'entrelacent pour dire une identité ouverte et plurielle, tandis que Agathe Tupula-Kabola, autrice de Le bilinguisme, un atout dans son jeu, réfléchit à la richesse que le croisement des langues apporte à la pensée et à la communication dès l'enfance. Donc, ce sera un dialogue autour de ces questions-là. Et sans plus tarder, je nous lance une piste de discussion comme ça. J'aimerais ça vous entendre chacun, puis gênez-vous pas pour m'interrompre dans le courant de la discussion. Soyons spontanés et allons-y au petit bonheur. Donc, première question très de base. Quand les langues se frottent, est-ce que c'est de l'enrichissement ou est-ce que c'est de la dilution par rapport au français, mettons? Est-ce que tu veux y aller? En fait, j'ai l'impression que compte tenu de ton expertise, je suis curieux de t'entendre d'abord, mais je suis prêt à y aller. Je veux pas te forcer, donc veux-tu commencer? Je peux commencer? Oui, certainement. Mais souvent, le mélange des langues dans notre société est très mal perçu. On peut le percevoir comme un manque de vocabulaire, comme parfois une paresse générationnelle aussi. On va beaucoup attribuer ça aux jeunes, comme si les gens des générations avant nous ne le faisaient pas ou le faisaient beaucoup moins que nous. Pourtant, moi, je me rappelle de ma grand-mère, une Québécoise pure laine, comme on dit, qui parlait de mettre la vaisselle sale dans le signe ou bien dans la penderie, il y avait de la vaisselle. Donc, même ma grand-mère, qu'on appelle une Québécoise de souche, j'aime pas beaucoup la terminologie, mais quand même, pour les besoins de la cause, mélangeait les langues déjà beaucoup. Est-ce qu'on le fait plus maintenant? Je ne pense pas. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'existe pas une langue pure. Toutes les langues vont piquer des mots à d'autres langues. Oui. Puis parfois, il y a des mots qui changent de langue selon l'époque. Donc, même quand on parle français, on parle un peu anglais et vice-versa aussi. Je pense à des mots qu'on connaît tous et toutes, là, des mots qu'on va piquer à d'autres langues comme pizza, qui vient d'italien, ou feta, qui vient du grec. Mais il y en a aussi qui sont moins connus, mais ne serait-ce que pamplemousse, qui vient du néerlandais, ou girafe, qui vient de l'arabe. Néerlandais, pamplemousse. Plein de mots comme ça viennent d'autres langues. Et quand on le sait, quand on a ces connaissances-là, on se rend compte à quel point c'est riche. Pour construire sur l'idée de l'impureté, parce que ça me parle, en fait, ce que tu dis. Je parle pas à partir d'une expertise particulière, hein, c'est plus d'expérience que je parle, mais de réflexion aussi. Le français, sauf erreur, c'est un mélange de latin, de francique, de germanique. Le français est aussi, en fait, un mélange de langues. Et quand on comprend ça, récemment, je parlais avec quelqu'un, on parlait du mot contribution. Puis là, on parlait d'un événement, il me dit, ben, ça va être quoi ta contribution? Moi, j'étais un peu mal à l'aise parce que je savais pas ce que j'allais apporter, en fait, à ce groupe-là. Je vous épargne les détails. Mais ce gars-là savait que j'avais étudié le latin quand j'étais au secondaire. Ça fait partie de l'histoire. Il dit, Fabrice, c'est parce que c'est pas toi qui apportes quelque chose tout seul.
Contribution, c'est contribution. Mais quand on sait en latin que con veut dire avec, Mhm. et tribution, c'est le tribut, c'est ce que tu apportes, Ouais. ça change en fait la conversation. Mais le mot contribution, semble être très plat et français, vient de quelque chose. Donc, pour moi, c'est un enrichissement de savoir ce genre de choses-là. Et donc, quand on se ramène à aujourd'hui, puis on se dit, oh, on voit la langue. Moi, je parle par exemple, dans le livre que j'ai écrit où il y a du créole haïtien, de l'anglais, qui se rajoute au français. C'est ce mélange-là qui se poursuit. Je pourrais continuer d'ailleurs sur la question du créole haïtien parce qu'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là. Mais pour moi, j'ai la difficulté à voir en quoi c'est un appauvrissement ou une dilution, en fait. Il y a, il y a quelque chose d'élitiste un peu dans ceux qui disent que le français, il faudrait le garder pur. Tu sais, on parlait de pureté, justement. C'est une notion, tu sais, qui est tannante un peu parce que, comme vous l'avez très bien dit, par définition, puis par l'usage aussi, c'est comme ça que les langues se construisent. Finalement, c'est presque par essence, c'est métissé, c'est un melting pot qui se construit au fur et à mesure que les sociétés se font, se fréquentent, ça s'entrelacent finalement. Donc, mettons, est-ce qu'il faut casser ça, cette espèce d'élitisme-là? Est-ce que ça appartient à une catégorie de gens en particulier? Mettons, pour revenir, mettons, à la question linguistiquement parlant, mettons, qu'est-ce qu'on se fait recommander, puis est-ce qu'on a raison de se le faire recommander? Tu sais, mettons, je pense à des messieurs comme Guy Bertrand, entre autres, qui nous font un peu la leçon sur la façon dont on devrait parler. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ben, moi, personnellement, j'adore les capsules linguistiques de Guy Bertrand là, à Radio-Canada, du temps où il les faisait. Je les écoutais toujours avec beaucoup d'intérêt. Mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. On ne peut jamais maîtriser parfaitement une langue. Même moi, pour qui le français est ma langue maternelle, est-ce que je peux prétendre que je parle parfaitement le français? Non. Je ne parle pas non plus parfaitement l'anglais ni l'espagnol, mais ce sont 3 langues que je parle régulièrement là, dans ma vie de tous les jours. Cela étant dit, moi, en tant qu'orthophoniste, je rencontre énormément de familles qui ont des inquiétudes pour leurs enfants, pour d'autres membres de leur famille. Puis, des fois, un des signes qui va être interprété comme problématique, c'est le fait que l'enfant mélange les langues. On va attribuer ça peut-être à un problème de langage, à des problèmes d'apprentissage, mais ce qu'on essaie de transmettre comme connaissance, c'est que mélanger les langues, c'est propre au bilinguisme. C'est une caractéristique intrinsèque du bilinguisme et pas juste chez les enfants. Puis aussi, ben, en tant que personne bilingue ou trilingue ou polyglotte, on a cette capacité à comprendre qui parle quelle langue. Donc, on a naturellement tendance à moins alterner les langues quand on parle à quelqu'un qui parle juste une de nos langues. Et même les enfants ont déjà ces antennes-là aiguisées très tôt, dès un très jeune âge. Donc, aussi, ce qu'on sait, c'est que quand un enfant est en apprentissage d'une langue seconde comme le français, disons les élèves en francisation, quand on leur donne le droit d'utiliser toute leur langue pour réfléchir, pour analyser, pour penser, quand on leur interdit pas en salle de classe de parler leur langue d'origine, on les oblige pas, une fois à l'école, à laisser un Ça se prof fait leur encore, ça, remplir leur interdit. derrière. Ça se fait encore. Oui, ça se fait encore. Je suis sur le terrain, puis je peux vous dire, ça se fait encore malheureusement. Donc, c'est des croyances qu'on essaie beaucoup de défaire, puis de transmettre la science. Et puis, je trouve que je dirais aussi que c'est très difficile d'arrêter une culture. Une culture, c'est comme un fleuve, ça bouge. Fait qu'on a beau mettre un barrage pour l'empêcher d'évoluer, à un moment donné, le barrage, il va pas résister pendant très longtemps. Je dis ça parce que le métissage de langue qu'on entend, notamment chez les plus jeunes, c'est pas arrêtable, ça. Et c'est une bonne chose qu'il existe des structures pour faire en sorte que les jeunes apprennent le français, ceux dont ce n'est pas la langue maternelle. Mais je trouve ça agréable et intéressant de voir comment ce français-là est teinté, en fait, d'autres langues. Et un des défis, parce qu'on parlait d'éducation, un des défis, à mon avis, c'est comment maîtriser, en fait, les codes liés au français qui est notre langue commune, tout en accueillant, en fait, une expression qui ne vient pas nécessairement du français. Donc, si on veut avoir de la littérature qui est cohérente avec la culture de certains jeunes, il faut ouvrir la place à ce que ces jeunes-là s'expriment selon différentes langues. Si on va voir le livre Comparution d'Angelina Gros qui a gagné, qui a été finaliste, je crois, qui est finaliste
au prix Caroline Dawson cette année. Moi, j'ai lu le livre. C'est un livre extraordinaire. Mais c'est écrit en anglais, en français. Et il y a également, en fait, dans ma connaissance, je pense que c'est du mandarin. Oui, il y en a un peu, ouais. C'est beau à lire. Eh oui. Tu m'as jeté l'œil, dont l'autrice m'échappe, Ania, dont le nom m'échappe, excusez-moi, Tu m'as jeté l'œil, c'est de l'arabe et du français. C'est magnifique, mais c'est des livres dont l'existence dépend de la capacité à s'ouvrir à d'autres langues et à honorer l'héritage de l'auteur ou de l'autrice. Dans ce cas-ci, on parle de deux autrices. Mhm. Est-ce que, en fait, cette notion-là d'autoriser, mettons, d'autres langues on dirait que le mot qui me vient, c'est contaminer, mais dans le bon sens, de façon positive, à contaminer le français. Le fait d'autoriser ça, je vois pas qu'est-ce que ça enlève au français. Manifestement, vous le voyez pas non plus. La question que j'ai envie de poser par rapport à tout ça, c'est de quelle façon est-ce que on pourrait trouver une manière que ça passe mieux pour que les puristes de la langue se calment un peu le pompon, mettons? Pour ma part, j'ai écrit un livre. C'est J'essaie d'aider des gens en transmettant des connaissances de plein de façons. Aujourd'hui, bon, on a les réseaux sociaux, on a plein de façons de rejoindre un grand nombre de personnes. Mais je pense qu'on peut aussi aller à petite échelle, c'est-à-dire quand on a des gens dans notre entourage, par exemple, qui nous disent « parle une langue à la fois » ou bien change telle formulation, ça c'est de l'anglais, c'est pas du français, ou de simplement transmettre le fait que c'est correct de passer d'une langue à l'autre, puis qu'il n'y a pas de langue pure. Déjà en informant les gens, je pense que c'est une première étape. Puis je crois aussi, c'est d'amener la vision que chaque langue vient avec sa culture, mais aussi avec sa vision du monde. Plus on parle de langue, plus on a des visions différentes du monde qui nous entoure. Souvent, un des exemples que je vais donner, je passe par mon vécu à moi. Tu sais, quand j'ai commencé à prendre des cours de Chiluba, qui est la langue maternelle de mon père, parlée en République démocratique du Congo, c'est une langue que j'ai commencé à apprendre à l'âge adulte et que je parle même pas encore à un niveau conversationnel, là, pour être honnête, c'est très difficile. Mais j'ai réalisé à quel point, dans la langue, il y a beaucoup d'éléments de la culture de mon père que j'ai compris. Par exemple, quand je vais au Congo, on va toujours me dire « Ah, lui, c'est ton frère, elle, c'est ta sœur, c'est ta tante », alors qu'on n'a pas de lien de sang proprement dit entre moi et ces gens-là. Mais quand on sait que dans la langue Chiluba, le mot cousin, cousine n'existe pas. Cette notion du fils ou de la fille de la tante qui est notre cousin, ça n'existe pas. Là-bas, on va carrément dire ton frère, ta sœur, même pour ce lien familial-là. Le verbe avoir n'existe pas en Chiluba. On dit être avec. Wow. Donc, au lieu de dire j'ai une maison, je vais dire je suis avec la maison. Donc, la possession des biens n'est pas valorisée dans la culture des Luba. Là-bas, si j'emprunte quelque chose à quelqu'un, ben, je peux le lui rendre ou non. Tu sais, c'est pas, on va pas en faire un cas. Puis pour parler de la vision du monde, en fait, je trouve ça intéressant. Je l'ai jamais réfléchi comme ça, mais ce que je vais dire est probablement complémentaire, c'est-à-dire que au point de départ, j'ai pas la prétention, moi, de vouloir changer la perception des individus par rapport à l'utilisation de la langue et l'importance du français par rapport à d'autres langues, mais je souhaite juste m'exprimer. Mais je pars de mon expérience de personne qui maîtrise le français. J'ai été à l'école ici, j'ai étudié ici, j'ai travaillé ici en français. Je suis capable de parler un français de bonne qualité, somme toute. Mais ce français-là, c'est un français qui, si je m'inscris dans l'univers peut-être davantage littéraire, ne permet pas de dire ce que je veux dire pleinement, avec l'énergie de ce que je veux dire. Donc, je trouve ça intéressant la question de la vision du monde, mais également l'émotion. Donc, il y a des moments où, je vais te donner un exemple, là, je ne parle même pas de mon héritage en créole haïtien, mais j'ai grandi également en parlant l'anglais autour de moi, en regardant l'anglais. À un moment donné, dans mon livre, je parle d'un moment où j'utilise l'expression real quick. Mais real quick, dans ma manière de parler, dans la manière qui est parlée, disons, dans le slang montréalais ou en anglais,
est intéressant parce que les deux mots sont courts et rapides. Et ça donne la vitesse avec que je veux exprimer dans le texte. Ça veut pas dire la même chose Ça veut que pas dire- vraiment vite. Ça ne veut pas dire vraiment vite, ça ne veut pas dire très rapidement. Je ne peux pas dire. Et donc, il faut que je mette real quick à ce moment-là. Quand ça real quick, donc il faut que j'aille rapidement. Et le français ne me permet pas de faire ça. Donc, c'est donc à partir d'une maîtrise de la langue du français que spontanément et de manière réfléchie, je suis capable de faire ces choix-là pour danser avec comment je veux exprimer ce que je veux dire. Et par moments, c'est le créole. Des fois, je veux dire le patinet à la place de dire l'ami. Parce que le patinet a des significations plurielles qui, au sens littéral, veut dire ami. Patinet veut dire partner, en fait. Mais c'est au partenaire. Mais sans être dans la cognition, en disant patinet dans mon texte, le lecteur sait que je veux dire quelque chose qui n'est pas tout à fait admis au partenaire. Il y a une énergie qui n'est pas la même. Donc, on a accès à une personne qui est plus ouverte quand on l'autorise, en fait, à écrire de cette manière-là. En fait, c'est la question de la représentativité de l'espace mental du locuteur, on pourrait dire. Définitivement. Définitivement. L'espace mental et l'espace émotionnel. Oui. Je pense que c'est pas juste mental, c'est l'espace émotionnel. C'est l'héritage. Moi, je pense que ça vient avec ce que tu nommes aussi. C'est l'héritage avec lequel vient l'individu quand l'individu apporte ce qu'il a apporté, parce que l'œuvre, elle est culturelle. Et donc, c'est oui, cognitif, mais c'est de savoir que l'œuvre, elle n'est pas écrite que par l'auteur. Surtout quelqu'un qui est issu de l'immigration, avec son héritage culturel, l'œuvre est aussi écrite par sa culture. Et donc, si vous lisez, par exemple, deux auteurs, par exemple, d'origine haïtienne qui ont grandi ici, il y a des manières de voir, des manières de parler, des manières de vivre qui vont être similaires parce que les gens viennent avec leur culture. J'ai une drôle de question. Je suis un petit gars du Saguenay. Mettons que je me mets à parler un français qui va être matiné de créole haïtien. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Est-ce que c'est touché? En fait, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas un problème avec ça du tout, du tout. Je pense que ce qui importe, c'est la relation. Pour moi, c'est la relation. Sommes-nous ou pas en relation? Si on regarde les jeunes ici qui sont d'ascendance canadienne-française, leur français est parsemé d'arabe et de créole. Parce que leur relation implique ce langage-là et des fois, ils ne savent même pas qu'ils parlent du créole et de l'arabe. C'est beau, parce que pour eux, c'est du français. C'est leurs amis qui disent, ils vont dire wesh, ils vont dire quête, mais parce que là, ils sont en relation. Et donc, quelqu'un qui est en relation et qui apprécie une langue et qui embrasse le métissage, pour moi, c'est naturel, ça fait partie de la culture. Ce n'est pas la même chose que de regarder quelque chose, de dire « Ah, ça, je trouve ça le fun à distance, puis je vais aller chercher des mots qui deviennent mes mots. » Là, c'est comme « OK, mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Pourquoi? Parle ton accent à toi, je vais t'écouter. » Et donc, ce n'est pas une question de changer cognitivement et intentionnellement qu'est-ce qu'on veut dire. C'est d'apprécier, d'être en relation et naturellement de laisser le message, en fait, se faire. Ça peut être contextuel aussi. Tu sais, notre manière de parler, autant dans notre accent, dans le type de mots qu'on va utiliser, ça va varier dépendamment si on est avec nos amis ou dans un cadre plus professionnel, si on est dans un cadre formel ou informel. Donc, c'est sûr qu'on adapte naturellement notre manière d'interagir dépendamment à qui on parle, mais pas seulement la personne, aussi le contexte. Donc, ça change énormément. On parlait d'espace mental tantôt. Dans ton livre, tu parles des bienfaits du bilinguisme, particulièrement que ce soit le plus tôt possible, finalement. Pourrais-tu nous parler de ça un peu? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça s'observe? Comment est-ce qu'on en arrive à conclure que oui, c'est quelque chose de... Il faut favoriser ça. Bien, quand un enfant vient au monde, déjà, notre cerveau est programmé pour pouvoir percevoir les sons de toutes les langues du monde. Puis plus on grandit, plus notre cerveau va se spécialiser pour être capable de traiter les sons de notre langue maternelle ou de nos langues maternelles si on en a plus qu'une. Donc, il y a une forme de spécialisation qui se fait déjà, qui commence à quelques mois, mais qui va se peaufiner, se consolider autour de 6 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 6 ans, un enfant a cette capacité géniale de pouvoir apprendre une langue dans un environnement, de façon intuitive, dans un environnement naturel, donc à travers les interactions sociales. Il n'y aura pas besoin d'un livre de grammaire, il n'y aura pas besoin d'un enseignement explicite.
Il va apprendre à parler comme un enfant Naturel. né au monde, naturellement. Après 6 ans, ce qui se passe de façon progressive, c'est pas qu'il est trop tard. Il est jamais trop tard pour apprendre une langue. Même à l'âge adulte, on peut apprendre une langue, même à un très haut niveau de compétence. Mais c'est d'autres facteurs qui vont être en jeu dans l'apprentissage. Ça prend beaucoup de motivation à l'âge adulte. Ça prend du temps. Ça prend un enseignement explicite. Ça prend énormément de pratique. Donc, ça ne se fait plus de façon intuitive, contrairement aux enfants, juste avec l'interaction sociale. Autrement dit, si moi, mes enfants, aujourd'hui, je les amène à Chilundu, dans le village de mon père, ils ont beaucoup plus de chances que moi d'apprendre le Chiluba juste en jasant avec leurs cousins-cousines. Moi, si je fais le même exercice aujourd'hui, même si j'y vais sans mes enfants, juste moi, là, puis je reste là à interagir, je n'apprendrai pas la langue de la même façon aussi facilement. Merci. Question générale pour vous deux. J'avais ça dans mes notes, puis j'ai envie de vous entendre là-dessus. Langue maternelle, langue du pouvoir, langue du cœur. Est-ce qu'il y a une tension qui s'exerce entre ces trois langues-là qui des fois peuvent être la même? Est-ce que ça joue quelque part dans votre façon d'appréhender le tout? C'est une notion qui n'est pas tant présente dans vos livres, mais plus qu'on en parle, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Je te laisse seule. Ouais, ben en fait, d'expérience personnelle, pour moi, je ne vis pas. Je parle le français, je parle l'anglais, je parle le créole haïtien, je baragouine l'espagnol. C'est où est-ce que c'est mon univers, mais c'est d'abord les 3 premières langues. Et en fait, pour répondre plus exactement à la question, je pense qu'une langue qui allie le tout, je ne sais pas tant que c'est une langue, mais c'est une manière de parler, c'est le slang montréalais qui est composé de ces choses-là. Et encore une fois, le slang montréalais, il n'y en a pas un seul, il y en a différents. Moi, je peux parler de celui avec lequel j'ai grandi. Mais je constate, je nomme le slang, entre autres, parce que je constate que ces différentes langues-là, pour moi, vivent en harmonie, en fait. Elles changent, j'utilise des langues différentes selon les contextes. Des fois, je les mélange. Des fois, je les mélange à l'intérieur d'une même phrase, dépendamment des personnes avec qui je parle. Je ne l'ai pas vraiment fait ici parce que, naturellement, le contexte ne s'y prête pas, mais ça se peut qu'avec un ami, on va parler de français-anglais sans arrêt. Ça va vraiment, vraiment changer. Là où, pour moi, il y a davantage de tension, c'est quand on met cette fluidité-là en relief avec nos structures sociétales qui vont exiger par moment une certaine forme de conformité qui peut parfois figer et empêcher le métissage, à tort ou à raison. Par moment, c'est tout à fait justifié. Par moment, à mon avis, ça l'est moins. Mais dans ma vie personnelle, j'ai jamais senti que les langues avec lesquelles je navigue rentre en choc, au contraire. Donc, mon écriture, ça a un peu été ça. Ça a été un peu naturel de me dire, ben, à un moment, je décide de mettre des notes en bas de page pour que les gens comprennent quelque chose. Des fois, non, je ne veux pas nécessairement mettre de notes en bas de page, puis de honorer cette forme de fluidité-là, en fait. Donc, j'ai l'impression que j'ai beaucoup déparlé, peut-être pour pas dire grand-chose, mais non, il n'y a pas de tension tant que ça, plus que quelque chose qui valse ensemble. Puis le message, pour moi, il y a du sens. Ouais. Tout ça se fait naturellement, finalement, dans la performativité, on pourrait dire. Somme toute, oui, mais ce que je dirais quand même, puis peut-être, je suis quand même francophone de langue maternelle, d'abord et avant tout. Donc, j'arrive pas avec un témoignage d'une personne qui vit une langue autre que le français ou l'anglais, qui souvent, ces gens ont des expériences différentes. Je suis quand même francophone d'abord et avant tout, ce qui, dans un territoire comme le Québec, facilite ce mariage-là, à mon avis, en fait. En linguistique, on distingue les langues minoritaires des langues majoritaires. Quand on parle de langue majoritaire au Québec, c'est le français. L'anglais est aussi très souvent parlé par de nombreuses personnes, mais dès qu'on parle d'une langue minoritaire, qu'on parle du créole, du vietnamien, du mandarin, du cantonais ou peu importe, ce que la science nous dit, c'est que ça va être beaucoup plus un défi de transmettre cette langue-là aux générations qui nous suivent. Donc, si, par exemple, 100% de la première génération d'immigrants parlent l'espagnol ou l'arabe, mais c'est 5% de la génération suivante qui va parler la langue des parents. 5%.
C'est très peu. C'est très peu. Puis C'est ça. est-ce qu'il y a quelque chose de triste là-dedans quand même? Ben, pour moi, c'est tragique, Ouais. ni plus ni moins. Ben oui. Quand une langue disparaît, ça fait jamais de bruit dans les médias. Mais en moyenne, il y a une langue qui disparaît toutes les 2 semaines dans le monde. Donc, pour vrai? Puis les premières langues victimes, c'est les langues autochtones, Ah, partout dans le monde. ouais. Hmm. Mes neveux et nièces ne parlent pas le créole haïtien. Moi, j'ai un bébé d'1 an et j'ai fait le choix de lui parler en créole. Donc, on parle créole. Des fois, il y a du français, mais c'est d'abord le créole que j'ai choisi de lui parler. Et c'est un défi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est ma copine qui est d'ascendance canadienne-française a appris le créole aussi. Elle a voyagé en Haïti, mais après ça, c'est Duolingo. Elle l'a appris. Donc, elle parle aussi créole à l'enfant, mais même si c'est davantage le français. Et mes parents ne sont pas habitués, même s'ils parlent créole entre eux, ne sont pas habitués à parler créole à leurs enfants. Donc, moi, mes parents parlaient français et créole avec moi. Ouais. Quand ils étaient fâchés, ils parlaient créole d'abord et avant tout. Ah, Mais moi, mais naturellement, davantage. Alors, ma demande a été de leur parler, qu'ils parlent à mon enfant en créole d'abord. Et c'est un apprivoisement pour eux de le faire parce qu'ils sont davantage habitués au français. Et c'est une conversation qu'on a, cette question-là de la disparition de la langue à travers les générations. Et on est en train collectivement, comme famille, d'honorer ou de prendre conscience de ce risque-là. Donc, au-delà de la question de mon fils en particulier, de le voir que finalement, c'est les langues d'origine, en fait, qui disparaissent. tes parents, ils ont dit, ah, d'accord, on fait ça, mais ils t'ont Non, au début. Au début. Mais puis après, ça démontre comment c'est pas intuitif, là. C'est ma mère, j'ai eu une scène, ma mère, elle parlait à mon fils, on parlait de ce sujet-là. Elle hésitait, elle lui parlait français. Téléphone a sonné, elle a pris le téléphone, elle part en créole avec une amie. Donc, elle est capable de switcher rapidement en créole avec une amie, mais pour elle, il y a une réticence parce qu'il y a un souci que les enfants parlent français correctement. Ils ont été éduqués comme ça en Haïti. Ils l'ont transmis à leurs enfants. Donc, il y a quelque chose d'intuitif, ou peut-être de conditionné, de dire que c'est préférable que l'enfant parle le français et que c'est leur responsabilité de le faire. Donc, de renverser l'idée et de dire qu'ils n'ont pas la responsabilité que l'enfant parle français correctement parce qu'ils sont entourés de français, Ouais. mais qu'ils ont un cadeau à donner qui est le créole. C'est quelque chose avec lequel ils ne sont pas habitués. Et là, ils Ils ont des apprennent. cadeaux à donner, ben oui. Ben oui, ils apprennent à faire ça maintenant. Je trouve ça génial que tu aies eu la discussion avec tes parents là-dessus. Parce que souvent, on va dire qu'il faut un village pour élever un enfant, et j'adhère à 100% à cette vision-là. Mais quand on parle d'un enfant bilingue, il faut 2 villages. Ou 3 trilingues, 3 villages. Il faut un village dans chaque langue. Et on peut pas... En fait, c'est beaucoup plus difficile de transmettre une langue quand on met ça sur notre dos, sur nos épaules, seuls de parents. Il faut demander à d'autres adultes significatifs de nous aider dans cette mission-là. Ça, c'est nécessaire. J'avais une question qui ressemblait pas mal à ça. Pour Agathe, ça serait quoi les stratégies, mettons, que tu recommanderais en tant qu'orthophoniste, mais de façon générale aussi, pour que, ben justement, les enfants conservent leur langue d'origine ou la langue de leurs parents qui a dont un risque est possible qu'elle se perde finalement. On veut préserver ça, mais en même temps, on veut quand même qu'ils prennent part à la société où ils se trouvent au moment où ça se passe tout ça. Comment on fait ça? On fait ce que Fabrice fait, finalement. J'ai pas de recette toute faite. Par contre, il y a quand même des lignes directrices selon la recherche, puis selon mon expérience aussi. En fait, pour qu'un enfant apprenne une langue, il faut viser idéalement à ce qu'il soit exposé à la langue un minimum de 40% de son temps. Donc, en deçà de 40%, c'est pas qu'il va rien apprendre, il peut apprendre, mais pour atteindre un haut niveau de compétence, ça va être beaucoup plus difficile. Maintenant, comment on fait pour atteindre ce 40% d'exposition-là? Il faut viser des interactions sociales variées, riches, mais aussi avec des gens qui parlent bien la langue. Donc, si, par exemple, je veux que mes enfants apprennent le fon, qui est une des langues parlées par mon mari, ben, je vais, au lieu de moi me mettre à parler en fon alors que ce n'est pas une langue que je maîtrise bien, que ce soit sur le plan de la grammaire ou de la prononciation, je vais plutôt donner ce défi-là à mon mari et à d'autres personnes de son entourage qui parlent cette langue-là. Donc, il faut que ce soit des gens qui parlent bien la langue. Puis, il faut varier les contextes. On peut penser à la lecture, on peut penser à la conversation, mais il faut avoir un contexte réel, authentique et en 3 dimensions. Donc, les écrans, particulièrement pour les tout-petits,
c'est pas ce qui est encouragé, qu'on pense à des applications, qu'on pense à des films. On peut regarder des films, on peut écouter la musique aussi. Il y a un lien avec la culture, mais l'enfant ne va pas apprendre à parler en regardant un film. Il peut développer son oreille, mais il doit avoir la chance d'interagir et de communiquer ses besoins, ses émotions, parler de ce qu'il vit à quelqu'un de réel. Question générale pour vous deux. Pensez-vous que, mettons, ce métissage de langue-là, est-ce que c'est spécifique au français ou ça a lieu dans toutes les langues, dans toutes les sociétés, de tout temps, depuis toujours? On sait que la réponse est dans la question quasiment, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on est plus métissé que d'autres parce qu'on est au Québec? Est-ce que... je sais pas, mais est-ce que le problème se pose aussi, problème, on met ça entre guillemets, là, mettons en France ou à des endroits où c'est plus classiquement, mettons, francophone. Qu'est-ce que ça fait, dans le fond, d'être en Amérique du Nord, cette minorité francophone versus ce qu'on peut imaginer que ça doit ressembler, mettons, en Europe, par exemple? Ben, c'est une bonne question. Je dirais deux choses. J'ai peut-être pas des réponses définitives, mais de la manière dont tu amènes la question, c'est sûr que ça me fait penser au fait que nous sommes une minorité francophone dans un univers qui est très largement anglophone. C'est pas sans conséquence. Donc, la nécessité de protéger une langue vient de là. Donc, ce ne sont pas toutes les juridictions qui ont eu à penser à la protection de leur langue de cette manière-là. Donc, c'est une des choses à laquelle je pense. La deuxième chose à laquelle je pense, j'ai pas de conclusion. J'ai pas la prétention, moi, de pouvoir faire un comparatif du métissage de langue ici par rapport à d'autres endroits. Je parle à la supposition que ça se fait également et ça se vit ailleurs. Mais c'est juste que je ne l'ai jamais vu comme un enjeu. Je n'ai jamais vécu comme un enjeu. Même tu me poses la question, je fais « Ah ouais, OK ». Ça n'a jamais été un enjeu pour moi. Puis là-dessus, je fais un aparté, mais c'est pas tant loin. Mais le créole haïtien et les créoles, en fait, nous indiquent une richesse à valoriser dans le métissage. Parce que ces langues-là les créoles se sont créées dans des conditions extrêmement difficiles, des conditions quasi impossibles, en fait. Des conditions dans lesquelles il y avait des individus qui littéralement croyaient que les gens qui ont commencé à parler créole n'étaient pas des humains, en fait. Des langues se sont développées en quelques décennies, en fait, dans ce contexte-là. Et ces langues-là se sont développées, entre autres par survie, entre autres par nécessité. Il y a des auteurs aujourd'hui, des penseurs qui nous disent que l'avenir est dans le métissage et l'avenir est dans ce genre de capacité, dans l'adversité, à voir comment on trouve des moyens de vivre ensemble de manière différente, notamment de communiquer de manière différente. Donc, quand je pense au Québec et à la menace au fait français, qui est une chose, pour moi, ça se vit en juxtaposition avec le fait que de toute façon, le métissage, on ne peut pas être pour ou contre, c'est un fait. Il arrive, puis il émerge, et à mon avis, il nous rend plus forts. Donc, je n'ai pas de conclusion. Encore une fois, je pense que j'ai déparlé en disant plusieurs choses à la fois, mais c'est là où j'en suis avec ce que tu viens de dire. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que quand on s'intéresse à l'histoire de comment l'humain même a commencé à communiquer, il n'y a pas eu une proto-langue ou une langue maman de toutes les langues. Il y a eu plusieurs premières langues qui sont apparues simultanément. Il y a eu l'espéranto. À travers le monde. Mais, comme Fabrice le disait, c'est juste factuel. Les langues se métissent depuis la nuit des temps. Les langues sont toujours mélangées. Peut-être pas toujours pour les mêmes raisons. De la même façon que ce n'est pas aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'une langue va disparaître. Avant, une langue disparaissait à cause des contextes de guerre, à cause de la dénatalité ou des contextes d'épidémie. Aujourd'hui, quand une langue disparaît, c'est à cause des mouvements de population et du fait qu'on adopte la langue majoritaire, qui est vue un peu comme la langue de l'élite, souvent. Et c'est un phénomène, comme je disais, qui touche tous les continents, mais il y a des continents qui ont leurs propres particularités. Par exemple, l'Afrique, c'est le seul continent où la majorité des enfants commencent l'école
dans une langue étrangère. Donc, quand on sait ça, c'est quand même fascinant quand on y pense, là. Ben oui. Donc, je pense que le mélange des langues, en conclusion, va être là pour rester. Puis, il faut juste l'accepter et sans le voir ou sans le percevoir d'une façon qui en fait une façon de parler qui est bâtarde ou qui est moins bien vue ou qui est inférieure, simplement. Ouais. On a le français un peu complexé au Québec. Tu sais, je comparais tantôt à la France, dans le fond, tu sais, qui sont tellement all-in, c'est le cas de le dire, avec l'anglais. Tu sais, c'est presque un running gag que de dire que les Français, à ce temps, ils écrivent des livres, puis le titre est en anglais. Je parle, entre autres, à toutes les romances qu'on peut voir passer. Le titre est toujours en anglais. Il y a quelque chose là-dedans qui est... Pour eux, c'est pas un enjeu. Tandis qu'ici, on en parlait il y a quelques secondes, justement, la question du français qui est donc menacé, puis tout ça, forcément, ça doit expliquer un peu de la résistance au métissage, justement, linguistique qui a cours et qui, comme tu le disais, Fabrice, on peut pas être pour ou contre. En fait, c'est un fait. Il s'agit de prendre acte, puis de l'accepter, en fait, puis de réussir à trouver une façon de le valoriser aussi. La dernière question que j'aurais à vous poser, respectivement, j'aimerais ça qu'on va commencer avec Fabrice. À qui s'adresse ton livre? Mettons, ton lecteur idéal, là, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu espérais avec ce livre-là? C'est une bonne question. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai écrit un peu pour tout le monde, et de tous les âges. Prends ton micro un petit peu. Mais je parlais de 3 groupes. Au-delà de l'ouverture à ce que ce soit lu par tout le monde, les plus jeunes générations m'interpellent. Parce que le livre, c'est un récit autobiographique, c'est un livre qui donc parle d'erreurs, beaucoup, que j'ai fait, de réflexions, de découvertes, d'apprentissage. Et donc, ça peut bénéficier à des gens qui vont avoir des parcours qui leur sont propres, mais qui vont bénéficier de certaines de ces leçons-là, sans exclure les générations qui m'ont précédé. La deuxième chose que je dirais, c'est que j'ai une attention pour les jeunes issus ou les personnes issues des communautés noires. Il y a je ne l'ai pas fait intentionnellement, mais j'ai l'impression que certaines choses qui sont dites dans ce livre-là sont dites au bénéfice des personnes qui subissent certains types de discrimination et pour qui il y a une valeur de voir ces sujets-là abordés d'une manière ou d'une autre, qui peuvent se retrouver pour un ensemble de raisons. Mais en lien avec l'échange qu'on vient d'avoir et la dernière question, moi, j'ai comme un peu allumé sur un autre élément, un troisième, disons, public, c'est que le livre s'adresse, et c'est vrai, je crois, pour mon livre, mais pour plusieurs autres livres, il s'adresse pour les gens qui n'ont pas vécu l'expérience du jeune issu qui vient d'Haïti, qui a grandi au Québec. Donc, c'est une vision du Québec qui est particulière et qui est singulière. Et donc, si la personne n'a pas eu l'occasion d'aller dans les mêmes parties que moi quand j'avais 15 ans, n'était pas chez moi quand ma mère me faisait du griot, n'était pas chez moi quand mes grands-parents étaient présents, donc j'avais une famille intergénérationnelle, mais pour moi, c'était juste la normalité. Bien, la littérature permet d'avoir une fenêtre sur ça. Si une personne ne parle que le français, c'est une bonne chose de lire un livre en français, mais qui, une fois de temps en temps, va avoir quelque chose dans d'autres langues, puis de se perdre un peu une fois de temps en temps, puis des fois faire « Oh, l'auteur me permet de ne pas me perdre trop, il va avoir un explicatif au besoin, comme je le nommais un peu plus tôt. » Et donc, le livre, il s'adresse aussi aux humains qui n'ont pas eu le bénéfice, en fait, de vivre ces expériences-là. Et donc, à mon avis, le cadeau que la littérature fait, mais l'art en général, c'est de permettre cette compréhension des cultures ou cette appréciation des cultures parce que les gens s'offrent à travers le livre. Et moi, je ne dis pas que mon livre est écrit exclusivement pour cette raison-là, mais mes considérations incluent ça. Donc, quand on voit un titre qui est en créole, ben, d'entrée de jeu, c'est un voyage. C'est une carte, c'est un billet pour dire « Venez-vous-en dans mon univers à moi, avec moi, et voyageons ensemble, en fait. » Et ça, c'est important de le nommer, parce qu'on est au Salon du Livre. Il y a combien de milliers de livres ici? Il y a des milliers de livres. Mais là, on va dire, OK, on veut prendre un livre d'une personne de telle origine,
les pourcentages se réduisent significativement. Juste la communauté haïtienne, en fait, qui est une communauté très, très présente au Québec. Je pense qu'on est 2 auteurs masculins qui ont grandi ici, qui avons écrit cette année. C'est très peu, en fait. Et donc, ce n'est pas une obligation de s'intéresser à ces livres-là. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que en s'intéressant à des livres qui ont un héritage autre que le Québec, mais qui présentent quand même une vision du Québec, ça ouvre les perspectives. Et donc, l'objet n'est plus un objet de consommation, j'aime la lecture, j'aime pas. Non, c'est un voyage dans une culture qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît un petit peu. Donc, moi, je pense que c'est dans cette perspective-là que plusieurs publics, mais j'ai insisté sur ce dernier volet-là, en fait, qui est comme voyager avec moi, là. C'est un excellent point. J'invite d'ailleurs les gens à oser aller consommer quelque chose qui ne vous ressemble pas pour l'instant, mais que vous allez, avec lequel vous allez pouvoir vous identifier d'une façon ou d'une autre finalement, parce que ça reste la même culture au final. On est au Québec. Ouais. Vraiment bien dit. Moi, en fait, à qui s'adresse mon livre pour répondre à la question? Quand j'ai écrit la première édition en 2016, parce que mon livre, c'est une 2e édition qui est parue cette année, mais en fait, à la base, c'était pour répondre aux questions qu'on me posait le plus souvent en tant qu'orthophoniste. Parce qu'en tant qu'orthophoniste, moi, j'ai grandi à Ville-Saint-Laurent. Mes parents y habitent encore. Donc, Ville-Saint-Laurent, c'est un des quartiers les plus multi-ethniques là, du Grand Montréal. Et puis, j'ai toujours navigué dans plusieurs langues, moi, depuis ma petite enfance. Celle qui me gardait était d'origine italienne. Plus jeune, je comprenais bien l'italien. Je l'ai perdu à force de ne pas le pratiquer, malheureusement. Mais l'arabe, j'ai toujours côtoyé l'arabe, les fêtes d'anniversaire, mes amis. Donc, j'ai fini par connaître des expressions en arabe, en parler un peu. Mais bref, ces familles-là, je suis venue à travailler avec elles en m'installant là, dans ma pratique privée au début à Ville-Saint-Laurent. Puis, les questions revenaient toujours, c'est toujours les mêmes questions qui me revenaient, en fait, sur comment transmettre plusieurs langues à ses enfants, qu'est-ce qui devrait nous inquiéter comme parents quand on a un enfant qui parle plusieurs langues. Est-ce que le fait qu'il mélange les langues, ça veut dire qu'il y a un problème de langage? Est-ce qu'un enfant qui parle plusieurs langues va apprendre à parler plus tard qu'un enfant francophone ou anglophone? Donc, à force de répondre toujours les mêmes choses, je me suis dit, je vais écrire un livre là-dessus. Je pense que ça va répondre à un besoin. Puis comme de fait, oui, ça a répondu à un besoin, mais j'étais un peu naïve à l'époque parce que je pensais vraiment qu'en diffusant une première édition, la bonne nouvelle allait se transmettre et qu'il n'y aurait plus vraiment de mythes qui allaient circuler sur le sujet. Mais force est de constater qu'en 2025, il y a encore énormément de fausses croyances sur le sujet. Encore les mêmes événements, je pense, dommageables dans le développement d'un enfant. Des parents qui se font dire, parle français à la maison pour aider ton enfant à apprendre le français à l'école. Donc, je vois des enfants qui se font couper une partie de leur identité, une partie de leur bagage culturel pour des conseils qui partent d'une bonne intention, mais qui n'étaient pas basés sur la science. Donc, principalement, moi, je m'adresse aux parents, mais aussi à toutes les personnes significatives qui gravitent autour des enfants, simplement. Merci beaucoup. Agathe, Fabrice, ce fut un plaisir de discuter avec vous. J'invite les gens à se procurer vos livres, à aller vous voir. J'imagine que vous devez être en dédicace d'ici à la fin du salon. Oui, pour ma part, oui, mais merci à toi. Et merci à toi, Agathe. Oui, pareillement. Et oui, en dédicace, en conversation également demain à 18h30. Il y a mon horaire, mais à 17h, tantôt au kiosque de Saint-Jean, je suis là pendant 1 heure. Donc, si jamais vous voulez venir dire bonjour, avec plaisir. Moi aussi, je suis là pour la prochaine heure au kiosque 1309 des éditions du CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup encore. Merci. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir assisté à cette discussion. Ecco ça. Merci beaucoup. Si, OK, merci. Merci.